until you told us the future is now. NXT. Cette branche de développement de base a été beaucoup décriée par la communauté de catch, que ça soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et tous ces louanges ou ces critiques ont quelque part mené à NXT 2.0 au vu des résultats de NXT Black and Gold. Et on peut voir que cette version de NXT s'approchait plus de son objectif de base par rapport à l'ancienne version qui s'éloignait de plus en plus de son but initial et qui s'approchait plus d'une troisième branche. Après un an, le bilan est que on ne peut pas juger dans l'état actuel. Il suffit de voir par rapport aux call-up qui arriveront dans les prochaines semaines, même si les premiers call-up ça craint un peu, je vous l'avoue, mais bon, ils viennent d'arriver, c'est un peu tôt. Et juste après un an de NXT 2.0, une nouvelle version de NXT semble être lancée et on va voir ce que ça va donner. Ce que les prochains shows vont apporter. Et également pendant ce temps, je profiterai juste à être spectateur de ceux qui s'excitent bêtement pour un changement de couleur de logo et des rumeurs par-ci par-là, alors que c'est même pas officiel, ni dans les faits, ni par NXT lui-même. Ah là là, voir les gens se battre entre eux, c'est délicieux. Mais bref. Justement, je profite de cette occasion pour parler justement de la version qui s'approchait d'une troisième branche, c'est-à-dire NXT Black and Gold, qui fut dans le bilan n'est pas très positif. En effet, cette branche louée par beaucoup de fans a aussi connu cette période où elle commençait à perdre de sa superbe. Et c'est le moment de voir certains points qui montrent que ça ne datait pas de l'époque des call-ups au main roster, que NXT présentait un problème à moyen terme. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi NXT Black and Gold fut une grosse fraude. Pour commencer, qu'est-ce qui fonctionnait vraiment chez NXT? Là est la question qu'on doit se poser avant d'aller plus loin. Déjà, après avoir été une émission de télé-réalité, NXT est devenu une troisième branche qui a pris la place de la Florida Championship Wrestling, qui était la principale branche pour tester les nouveaux talents et les préparer à un format WWE. Donc cette branche décédée avait pour but de les adapter aux produits télé et donc les préparer sur le plan mainstream. C'est d'ailleurs par là que sont passés des talents tels que Daniel Bryan, Seth Rollins ou encore des mecs qui sont des purs produits du Performance Center tels que Roman Reigns et Bray Wyatt, etc. On pouvait dire que AFCW c'était l'ancien Eldorado du nouveau talent. Par la suite, NXT sous Dusty Rhodes a suivi cette démarche avec l'appui de certains mecs déjà en main roster au tout début de l'aventure, si je peux dire, pour apporter de l'expérience aux produits et aux nouveaux venus.
Dans la continuité des choses, les rookies avaient l'occasion de se préparer aux produits TV et également d'adapter leurs compétences in-ring pour un milieu plus mainstream. Pour les premières classes, on peut noter ce qu'on peut considérer comme les réussites sur le moyen long terme, comme par exemple Seth Rollins qui occupe une place importante dans le main roster, de même pour Kevin Owens et Sami Zayn. Les piliers de la révolution féminine que sont les Four Horsewomen. Non seulement eux, ils ont réussi à percer, mais ceux qui ont connu également du succès sont... Il y a également des gens qui n'ont pas eu une grosse importance, un grand rôle notoire à NXT, tels que Baron Corbin, Carmella ou Alexa Bliss, pour ne citer que. Et après avoir vu quelques bases de NXT garantissant un futur, on peut maintenant voir ce qui n'a pas marché depuis le décès de Dusty Rhodes dans les environs de 2016, ainsi et donc la prise en main par Triple H. Le problème que j'ai eu avec NXT Black and Gold, c'est qu'il y a eu un pillage de masse des catcheurs du circuit indépendant. En effet, la majorité des mecs qui ont été recrutés, ils venaient du circuit indépendant, des compagnies indie, et ça laissait de moins en moins de temps aux purs produits du PC de briller. Surtout qu'il s'agissait principalement des gens qui ont percé sur le circuit indépendant, donc les mecs du PC, ils pouvaient passer 10 ans et ne jamais sortir. Ou alors être laissé au carreau pour un bon moment. Coucou, Eric Buganhagen. En effet, j'ai l'impression que le but n'était plus de prendre des talents des indies pour les adapter à WWE, mais l'objectif c'était surtout de prioriser sur ceux qui ont connu plus de succès et mettre à l'écran au plus vite. Et ça, c'est ce que j'appelle faire une Sin Cara. Les anciens connaissent. Depuis, j'ai l'impression que, comme l'a dit Norbert Felion, commentateur de AEW Dynamite, sur Toonami, et qu'il a lui-même sorti de Meltzer, on dirait qu'on place des mecs à NXT juste pour les apprendre à être moins over. Surtout que les mecs n'avaient pas besoin, la plupart n'avaient pas besoin de passer par NXT pour directement aller en main roster. Parce que quand on se rend compte qu'il y a des mecs qui n'ont pas besoin d'être à NXT comme Shinsuke Nakamura ou Robert Roode pour ne citer que, voir certains mecs qui sortent d'Impact alors pour qu'on les mette à NXT alors qu'ils bénéficiaient déjà d'une expérience télé, c'est là qu'on peut constater qu'il y a bel et bien un problème. Justement, en parlant de pillage, est-ce qu'on en parle du fait que NXT était en train de tuer le circuit britannique à ce moment-là? Parce que là, on peut dire qu'il y a eu une tentative d'assassinat puisqu'en créant une branche UK et en récupérant quasiment tous les talents, il risquait de faire assez grand-chose en fait. Heureusement, le circuit UK a survécu. Surtout qu'avec la diffusion des shows des partenaires, il est juste une question de temps avant le rachat par la WWE quand ces compagnies vont commencer à se casser la gueule. Là, c'est le moment de parler de ce qui sonnait la fin de NXT Black and Gold. En effet, je pense que les débuts de diffusion à la télé ont fait beaucoup de mal à cette branche. Puisqu'en dehors de l'effet buzz du premier épisode du 19 septembre riche en événements, tels que le début de le retour de Ciampa ou le retour de Balor, l'intérêt pour NXT, en particulier le mien, a commencé à dégringoler car j'ai eu l'impression qu'il n'était pas suffisamment préparé.
au format télé. Les choix de booking et les storylines étaient plutôt moyennes et chaque tentative de faire quelque chose de plus mainstream ne semblait pas trop marcher depuis le confinement, en tout cas en ce qui me concerne. Comme on peut prendre le cas par exemple de Imperium où il y avait la moitié qui était restée aux États-Unis. Mais bon, passons. Et d'un autre côté, je n'arrivais plus à reconnaître le NXT à travers ces programmes. D'ailleurs, même le in-ring ne correspondait pas trop au style de public que WWE a l'habitude de toucher, car ça se rapprochait trop de l'indie et c'était pas suffisamment adapté pour que ça puisse passer en main roster. Pour terminer, le but de NXT, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est censé être de préparer les talents pour le main roster. Mais j'ai l'impression que la branche Black and Gold a échoué dans ce domaine. Car les personnages ne sont pas suffisants pour convaincre le public concerné. Et il y en a qui vont me contredire en disant qu'il fallait que le booking suive. Je suis d'accord là-dessus, mais il n'y a pas que le booking. Parce que bon, un gars comme Ricochet par exemple, tu peux mettre le meilleur booking du monde. On ne le voit pas champion du monde un jour, en fait. Pareil pour Gargano, mais bon, l'avenir nous le dira comme Hunter a repris les rênes. Et d'un autre côté, il n'est pas normal qu'à chaque fois qu'on attend que WWE fasse une continuité pour chaque call-up, puisque c'est quasi impossible en fait. Ils ne répondront jamais exactement aux mêmes attentes qu'à NXT, puisque NXT et le main roster, ce sont deux univers différents. Par rapport au main roster, NXT n'est pas canon. Qu'on le comprenne une fois pour toutes. Et autre chose, il n'est pas non plus normal que des talents du main roster retournent à au Performance Center pour travailler leur in-ring, alors qu'ils ont été call-up depuis plusieurs semaines, voire années. À un moment, il y a un problème et je ne pense pas que Vince McMahon soit le seul responsable de tout ça. Du coup, à vous de jouer, d'après vous. Quel était le principal problème lors des call-ups d'NXT ? Vince McMahon ou Triple H? Pour terminer cette vidéo, pour conclure, je tiens à dire que NXT Black and Gold a eu ses qualités et ses défauts. Et le message à travers cela, c'est que NXT Black and Gold aurait dû se reconcentrer sur le fait de construire des stars de demain et les préparer en main roster, plutôt que de vouloir jouer le rôle de troisième branche au même niveau que Raw et SmackDown, et surtout placer des mecs que pour une fanbase plus avertie, c'est-à-dire Internet et les réseaux sociaux. Surtout que bon, il y a eu des exceptions quand même dans NXT Black and Gold qui ont pu réussir dans le main roster car leur personnage correspondait plus au format télé. Après, heureusement que cette erreur a été rattrapée à travers NXT 2.0 et ainsi que le renouveau de NXT qui arrive, qui sera peut-être une fusion des deux versions précédemment citées. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Et surtout, autant faire confiance à Triple H là-dessus et à Shawn Michaels. De toute manière, on n'a pas d'autre choix. Parce que bon, on sait tous que Triple H va sauver la WWE le catch via son projet d'expansion, n'est-il pas? Mais ça, c'est une autre affaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est là que ça se termine. Je vous invite donc à la liker, à commenter et la partager. Toutes les démarches pour d'un bon abonné devant une vidéo YouTube. Et sur ces belles paroles, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo qui arrivera un jour. À bon attendeur, salut!